ce qui semble alors là établi, c'est que l'espionnage russe a repris des couleurs. C'est réarmé. Jade Partouche, vous avez lu pour nous une enquête passionnante de The Economist, selon laquelle les espions russes sont de retour et ils sont encore plus dangereux qu'avant. Oui, effectivement, c'est le constat assez alarmant que dresse un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité et que révèle le média The Economist. Les espions russes sont de retour. Ils ont appris de leur erreur et reviennent plus dangereux que jamais. Il faut dire que ces dernières années, ils n'ont pas vraiment brillé par leur efficacité. Entre la tentative échouée d'empoisonnement de Navalny en 2020, les capacités de l'armée ukrainienne qui ont clairement été sous-évaluées, les plans d'invasion de l'Ukraine qui ont été volés et le coup d'État avorté d'Evgeny Prigojine, les services de renseignement russes avaient du plomb dans l'aile au point que Bill Burns, le chef de la CIA, il voyait même une opportunité de recrutement pour les Américains, c'est dire. Eh bien, désormais, rien de moins sûr, les services de renseignement russes semblent s'être lancés dans une nouvelle phase de guerre politique contre l'Ouest. Ils ont ajusté leur stratégie, changement de personnel, changement de formation, changement de recrutement. Les formations, par exemple, elles ont désormais lieu dans des endroits beaucoup plus discrets, des appartements privés, par exemple, alors qu'elles avaient lieu jusqu'à présent dans des grosses structures beaucoup plus habituelles et beaucoup plus facilement identifiables. Le recrutement ne se fait plus, ou en partie plus, au sein des forces militaires, comme c'était le cas jusqu'à présent. Désormais, les nouvelles recrues n'ont plus d'expérience militaire, donc elles deviennent beaucoup plus difficiles à identifier, parce qu'avant, les services occidentaux allaient piocher dans les bases de données pour essayer d'identifier certaines personnes. En gros, désormais, plus ils sont inconnus, mieux c'est. Je vous donne un exemple cité dans l'article. Les 3 agences, FSB, SVR et GRU, ont recruté massivement ces derniers mois parmi le flot d'exilés qui ont quitté la Russie juste après la guerre. D'abord parce qu'il est facile de cacher un agent dans un grand groupe, et deuxièmement parce qu'il est aussi très facile de menacer ceux dont les familles sont restées en Russie. Autre changement de cap, laisser le moins d'empreintes numériques possible. Donc on apprend par exemple que désormais les téléphones portables sont interdits dans tous les endroits clés des services de renseignement. De nouveaux services ont également été créés, par exemple le service d'activité spéciale qui a été créé pour établir un réseau de clandestins d'agents d'élite recrutés par des sociétés écrans, donc leurs noms n'apparaissent strictement nulle part, formés pour être intégrés dans des ministères sans lien avec la défense pour justement ne surtout pas éveiller les soupçons. Ça, c'est sur le terrain. Mais les réseaux d'espions russes se sont également perfectionnés et spécialisés dans la cyberattaque. 2 groupes de hackers, par exemple, qui ne représentent a priori que la face émergée de l'iceberg, ont été identifiés par les États-Unis et le Royaume-Uni en décembre et janvier dernier. Star Blizzard, associé au FSB, et Cozy Bear, vous en avez peut-être déjà entendu parler, associé au SVR, qui ont pris pour cible les pays de l'OTAN et les dirigeants de grandes entreprises comme Microsoft. La priorité des espions russes est désormais de se préparer à ce conflit, non seulement en volant des secrets, mais aussi en élargissant les fissures au sein de l'OTAN, en sapant le soutien de l'Ukraine en Amérique et en Europe, et en érodant l'influence occidentale dans les pays du Sud, ce qu'avait déjà commencé à faire Evgeny Prigojine en Afrique. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un programme en action. C'est effectivement ce qu'on voit sous nos yeux. Juste avant de vous entendre, Thierry Général, est-ce que vous, le spécialiste, vous constatez en effet, sur la base de ce que nous a dit Jade, que l'espionnage russe s'est réformé en quelques mois? Alors, il y a eu un premier temps, c'est-à-dire que après l'invasion de la Russie par l'Ukraine, un certain nombre d'agents ont été virés, entre guillemets, par les services occidentaux de tous les pays occidentaux. C'est-à-dire que, vous savez, vous avez des agents déclarés, vous avez des agents non déclarés. Et donc, un certain nombre d'agents déclarés ont été sortis et beaucoup d'agents non déclarés, mais qui étaient suivis par les services occidentaux, sont également rentrés chez eux. On n'a pas du tout parlé, mais en tout cas, ils sont plusieurs dizaines. 600. 600 exactement. Ouais, donc, on est une centaine. Et aujourd'hui, 600 au total, la planète, dans le monde entier. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que parmi les réfugiés russes, voire ukrainiens, qui ont de la famille en Russie, il est bien évident que pour les services de renseignement russes, eh bien, on va les piocher parmi ces gens-là, sur lesquels on va mettre la pression, en disant, mais voir des agents normaux font partie des réfugiés, ça reste un agent normal, mais qui se fait passer pour un réfugié ayant quitté la Russie de Poutine, parce que contre Poutine, etc., mais ça reste un agent russe. Et donc oui, il est bien évident qu'ils se sont réformés face à ça, parce que comme ils ont été en grande partie virés 600, c'est gigantesque, vous imaginez le nombre de renseignements que vous perdez, donc vous êtes bien obligé de vous réorganiser, et c'est ce qu'on fait évidemment, et c'est ce qu'expliquait Jade Partouche à l'instant, c'est ce qu'ont fait les Russes. Les nouvelles recrues, nous dit Jade, ces économistes, n'ont plus d'expérience militaire.
donc deviennent plus difficiles à identifier. Oui, évidemment, parce que ce que font tous les services, on cherche à s'enseigner sur les autres agents potentiellement adverses. Et donc on va, s'ils ont été militaires, eh bien il y a sans doute une trace quelque part. Vous prenez la France, vous trouvez la trace de tous les militaires dans le journal officiel. Ah bah tiens, il a été là, tiens, il a été là. Donc à travers ça, on arrive à retracer une carrière. On retrouve des photos. Or, si vous n'avez pas été militaire, si vous n'êtes pas apparu nulle part en réalité, c'est beaucoup plus simple. Si vous êtes un Russe qui s'est réfugié à cause de la guerre, mais vous n'apparaissez nulle part, vous êtes un lambda, c'est bien plus simple pour un service d'avoir un lambda non identifiable, et c'est beaucoup plus efficace. Dans un instant, Cyril Guélipter va nous donner son avis sur cette réforme interne au service de renseignement. Thierry, vous vouliez dire ? Je voudrais simplement dire qu'il faut distinguer deux choses dans l'espionnage en ce qui concerne l'infiltration de l'ennemi, si je puis dire. Il faut distinguer les espions sous couverture dont on a parlé, c'est-à-dire des diplomates, attachés culturels, etc., qui eux sont sous couverture diplomatique, et s'ils sont pris la main... Les journalistes, on en a parlé avec le patron de l'Express. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas une couverture diplomatique. Sous couverture diplomatique. Attention, il ne faut pas confondre non plus l'officier de renseignement et l'agent qu'on recrute. C'est différent. Hein. L'officier de renseignement, c'est celui du KGB qui travaille sous couverture diplomatique, attaché culturel, tout ce que vous voulez. Et puis vous avez les illégaux. Les illégaux qui sont infiltrés dans le pays sous couverture, c'est-à-dire avec des légendes, le bureau des légendes, n'est-ce pas, ce fameux feuilleton qui a fait 4 ans a eu de succès, et donc finalement, c'est évident que le nombre de Russes qui ont fui la Russie après l'invasion, il y a forcément, et moi j'aurais été au service de renseignement, il y a forcément des agents qui ont été infiltrés en France, ailleurs, etc. Donc c'est ceux-là qui sont aussi en activité. Des services, pardon. Et difficile à détecter. Les espions russes de retour, ça on l'a bien compris, et plus dangereux qu'avant. Cyril Guélipter, vous êtes d'accord ? Oui, plutôt, mais c'est le constat que je fais effectivement depuis quelque temps. En fait, il y a un peu 3 tendances. Vous avez déjà les réformes qui avaient déjà été lancées. Par exemple, nous parlons là sur le cyber. Or, j'ai encore en souvenir une interview où Sergueï Narishkin, le directeur du SVR, disait il y a plusieurs années, c'était vers 2017, peut-être 2016, je n'ai plus la date exacte, que le SVR est désormais actif dans le domaine du cyber. Il le disait lui-même. Donc ce n'est pas complètement nouveau. Ensuite, effectivement, ils se sont adaptés au conflit. On fait des espions un peu plus discrets. On fait attention du point de vue de l'empreinte numérique avec les téléphones portables, parce que vous avez eu toutes les enquêtes de Bellingcat. Mais par contre, quand votre collègue parlait, parmi les désastres, justement l'invasion de l'Ukraine, je ne suis pas complètement d'accord, parce que pour reprendre l'universitaire Walter Lacker, la fonction du renseignement, c'est un prérequis pour une politique ou une stratégie efficace, mais ça ne peut jamais se substituer à la politique, à la stratégie, au pouvoir militaire, parce que même dans ce cas-là, si c'est pas efficace, le renseignement le plus précis et le plus fiable est inutile. En réalité, Prigojine, enfin pour terminer, j'ai cru comprendre que les services russes avaient vu venir le coup et avaient informé le pouvoir. Ensuite, qu'est-ce que le pouvoir a fait de l'information ? Gros point d'interrogation. Oui, vous avez raison. Entre les renseignements qui sont récoltés, la façon dont le politique le reçoit d'abord, comment c'est transmis, ensuite comment il l'exploite, effectivement, il peut y avoir de la déperdition d'énergie. Vous avez raison. Tatiana. Oui, non, c'est aussi, est-ce que c'est allé jusqu'à Vladimir Poutine ? Parce qu'il s'entoure de tellement... Certainement pas. Il est inaccessible. Ça dépend de la qualité du renseignement. Vladimir Poutine ne recueille pas tous les renseignements s'il est noyé, je veux dire. Oui. Non, mais quand on lui a dit, c'est ce que nous disait Cyril Guélipter, est-ce qu'il a eu l'information selon lesquelles les capacités militaires ukrainiennes l'arrêteraient à Kiev ? Mais même s'il l'avait eu... Je ne pense pas. Alors, donc ça veut dire qu'il y a eu un défaut de renseignement. Il n'aurait pas cru. Mais non, attendez, c'est aussi... S'ils avaient été à Kiev, c'est aussi le facteur humain, excusez-moi. Oui. Parce que c'est la résistance. Voilà. C'est pas uniquement... Voilà, c'est ce que... Et ça peut échapper au renseignement. Exactement. Mais ça, les Ukrainiens l'ont dit tout de suite, dès l'invasion. Enfin, j'ai un ami ukrainien qui vit en Allemagne, mais qui m'a dit, ils n'iront pas, Tatiana, ils ne pourront pas aller à Kiev. Il me dit, c'est envoyer des bombes depuis des avions. Oui, alors ça, c'est autre chose. Mais la qualité du renseignement militaire russe, là, semble avoir fait défaut. Oui, mais il y a deux choses. Je pense que la qualité du renseignement russe a fait défaut et effectivement, il y a toute la chaîne de commande en fait, jusqu'à Vladimir Poutine qui ne fonctionne pas et les informations qui devraient lui parvenir ne lui parviennent pas nécessairement. Et après, il y a aussi, lui, la manière dont il les analyse. Il a toujours vu, je suis désolée, les Ukrainiens comme une population un peu inférieure. Donc, il ne les... Et c'est terrible parce on voit que les nazis avaient aussi sous-estimé la résistance des Russes et ils ne les pensaient pas capables. Et bien là, ils sont en train de faire la même chose avec les Ukrainiens. Oui, à la guerre, il faut
jamais sous-estimer son adversaire. Et ce qui tue à la guerre, c'est l'excès de confiance, c'est-à-dire effectivement l'espèce d'hubris. Et on voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé en Israël, l'attaque du Hamas en Israël. Il y a un manquement du renseignement. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le renseignement israélien, ils avaient des éléments, mais dont personne n'a tenu compte en réalité. Mais comme le 2001, l'attentat de Walter Santana. En guerre, comme dans d'autres matières, pire n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors, et c'est le mot de la fin, d'une certaine façon. Non, c'est le mot de la fin. Pardon Thierry, je suis obligée de vous frustrer. Pour le plaisir de vous retrouver très vite. Merci.